Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors oui, encore une fois, c'est une journée qui est compliquée. Compliquée pas forcément sur le marché, mais au niveau des nouvelles. Et oui, parce qu'on passe sur la finance traditionnelle d'une nouvelle négative, dans laquelle on est en récession, où on a un risque même de dépression, selon Trump, à en fait ça va, c'est ok, donc le marché repart à la hausse. Ce n'est pas qu'en crypto qu'on se retrouve dans cette situation-là, en se disant que la première semaine, quand on arrive en crypto, on est tout content, passé un an, on ressemble à justement ça, et c'est toujours très très compliqué. Et oui, parce que on est porté par ces ensembles de nouvelles qui sont un mix de manipulation et à côté de véritables news, donc il faut arriver à faire la part des choses parmi tout ça, et c'est le sujet aussi de cette vidéo, dans lequel on va revenir sur différentes nouvelles, et surtout sur l'analyse technique pure et dure, pour voir qu'en effet, on a bien touché des zones très sensibles, et qu'on risque d'avoir une réaction du cours, justement aujourd'hui pour cette clôture. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur, investisseur et trader crypto. Et avant d'entamer les nouvelles, pour ceux qui sont intéressés par l'analyse technique et le trading, vous avez la possibilité de faire financer quasiment gratuitement une formation complète pour pouvoir avoir toutes les bases nécessaires pour faire du trading et mettre en place un trading rentable. C'est en commentaire en description avec notre partenaire XTB, donc c'est quasiment gratuitement, il suffit simplement de s'inscrire à la plateforme XTB. Vous avez tout en commentaire en description si ça vous intéresse, et nous on attaque les nouvelles. Les nouvelles avec l'IMF. IMF qui se mêle de beaucoup de choses, et forcément du prix de l'électricité pour les mineurs de BTC. Et oui, on parle d'une taxe de 85% pour le minage de BTC pour réduire les émissions à effet de serre. Donc là, on est dans quelque chose qui est sorti de sa boîte, dans lequel on fait une comparaison entre les data centers spécialisés dans l'intelligence artificielle et la crypto. La préconisation de l'IMF, c'est de faire une taxe de 85% sur le prix de l'électricité pour les mineurs, de façon à ce qu'ils passent sur des équipements qui sont plus énergie efficientes. Ça veut dire qu'ils vont consommer moins d'énergie. Sauf qu'ils n'ont pas compris que ça sous-entend principalement que oui, ils vont consommer moins d'énergie, mais s'ils sont aussi rentables, voire même plus rentables qu'avant, ils vont continuer à avoir des machines et donc continuer à consommer de l'énergie. Donc en fait, ça ne sert à rien à part simplement taxer. L'autre chose qui pourrait être positif, parce que oui, ça pourrait être positif, c'est pas forcément que négatif, c'est quand on est dans un marché qui est drivé par du proof of work, ce qui est en fait la méthodologie de validation des transactions de Bitcoin, c'est le fait de résoudre une équation avec un ordi spécialisé qui s'appelle un ASIC. Bon, en l'occurrence, ça veut dire principalement que le prix sera drivé à la hausse. On le sait très bien, c'est-à-dire que plus c'est quelque chose où on doit être rentable, plus à ce moment-là, le prix sera valorisé à la hausse. C'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois, c'est le principe même du halving que l'on retrouve dedans, mais est-ce que ce sera mis en place et comment ce sera mis en place, c'est encore une autre discussion, c'est juste une idée, c'est deux exécutives, c'est-à-dire deux responsables de l'IMF qui en ont parler. À côté, dans les grosses nouvelles, nous avons Zach XBT. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à le suivre sur Twitter. C'est toujours très passionnant, ces analyses. Alors par contre, oui, c'est des analyses on-chain, donc c'est pas forcément le plus sexy du monde, mais notamment, il a découvert pas mal de choses. Il a découvert que il y a plus de 21 développeurs qui travaillent dans 25 projets crypto qui sont des développeurs qui mentent sur leur zone. On voit que leur localisation, on parle de Canada, Californie, Tokyo, Japon, etc., etc., alors que ce sont des développeurs qui sont nord-coréens, et ils sont payés plus de 500 000, donc de 300 000 à 500 000 par mois, justement, et ils mentent vraiment sur leur zone. Et comment c'est arrivé et pourquoi c'est important? C'est que, étant donné qu'il y a beaucoup de remote, dans le développement blockchain, forcément, c'est compliqué d'aller voir la personne et de se dire, ok, bah, c'est la véritable personne. Et donc là, on se retrouve dans des problématiques où ces développeurs-là ont glissé des backdoors, c'est-à-dire des bouts de code malicieux, qui vont permettre de pouvoir récupérer une partie d'argent. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu, et Zach XBT a été justement mandaté par une des sociétés qui a été légèrement siphonnée, 1,5 million de dollars qui sont partis, pour voir d'où ça venait et comment ça se passait, et petit à petit il a découvert ça, et c'est peut-être qu'une seule partie de ce qui aurait pu être découvert. En tout cas, ça nous montre à quel point il faut faire attention dans ces recrutements, surtout dans des postes aussi sensibles que le développement. À côté, nous avons des bonnes nouvelles dans la réglementation, en tout cas un semblant de bonnes nouvelles, étant donné que on a le Sénat, et notamment une majorité, qui souhaite faire passer principalement les législations crypto d'ici la fin de l'année, malgré le fait que nous avons les élections américaines. Donc ce qui est plutôt positif, mais est-ce que ça va vraiment arriver? Encore une fois, les élections américaines sont un point pivot très très important, et je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit reporté en fonction de la prochaine administration que l'on verra par la suite.
Ensuite, point très important, on a Libération qui relaie une information du Wall Street Journal qui parle du sabotage du gazoduc Nord Stream. Alors ça ne vous parle pas, c'est un gazoduc qui reliait la Russie et globalement l'Europe, et surtout qui était très important pour l'Allemagne, qui a explosé. Alors à la base, on a bien défini que c'était potentiellement les Russes, hein, ça c'est une capture d'écran de Libération au moment des faits, donc c'était en septembre 2022, d'accord, on voit bien Libération ici qui reparle, que certainement les Ukrainiens sont les commanditaires de ce qui s'est passé. Donc c'est-à-dire que donc le président ukrainien et une partie de la CIA étaient au courant de ce qui s'est passé, même si la CIA a demandé d'arrêter justement cette action-là, sauf que ça n'a pas été effectué. Et pourquoi je vous en parle maintenant? Déjà, parce qu'il y a un changement drastique de communication, et pourquoi ça sort maintenant? C'est là où il faut se poser la question, pourquoi ça sort maintenant? Parce que tout simplement, on a certainement la mise en place au niveau des USA ou au niveau de l'Europe, une volonté de baisser l'aide clairement au niveau de l'Ukraine, et il faut une véritable raison de baisser cette aide-là, à savoir que on ne peut pas dire passer 2 ans à envoyer des milliards et des milliards de dollars, dire écoutez les mecs, on arrête du jour au lendemain. Non, il faut une raison, et voici la bonne raison. Et je pense qu'on va avoir dans les semaines / mois qui arrivent un arrêt, une diminution des aides fournies à l'Ukraine en termes de livraison d'armes, et je pense que vous allez voir que ce n'est que le début, certainement, d'une série de nouvelles sur la géopolitique. On verra de toute façon, dans tous les cas, dans les mois qui arrivent. À côté, on se retrouve sur des nouvelles dans lesquelles on nous dit que ça y est, le rallye au niveau de Wall Street, c'est tout simplement les craintes de la récession qui reculent, la récession n'est pas là, étant donné que les derniers chiffres sont plutôt positifs, et que tout était la faute de la Banque Centrale Japonaise. Alors, j'exagère un petit peu, mais on est quand même pas loin, et donc c'est toujours cette typologie de nouvelles, encore une fois, on vous fait jouer excessivement la peur sur le moment baissier, et ensuite on vous recrée du FOMO lorsqu'on refait un rebond, c'est ce qui est en train de se passer, rebond d'ailleurs qui est très important. On voit cette semaine le S&P 500 qui repart fortement à la hausse, avec même une rupture. On avait parlé de cette résistance, de ce bloc-là, dans lequel on pensait réellement avoir, à un moment donné, un rebond potentiel pour avoir une continuité baissière. On voit qu'on a sauté entièrement ce bloc-là, et on a consolidé au-dessus, donc on voit bien un véritable momentum aussi qui est en train de se créer. Mais encore une fois, ça ne change rien aux métriques que l'on voit, et l'ensemble des opérateurs sont en train d'attendre la décision de Jérôme Powell, et sont en train de pricer tout simplement ça, et à savoir qu'on sait qu'on va arriver dans un PO. Donc encore une fois, on fait très attention aux nouvelles et aux manipulations de marché. Manipulations de marché que l'on voit encore une fois très bien faite, dans lequel on est allé chercher ici la zone des 56 000, alors exactement on est allé chercher 56 300 au niveau du CME, donc ce qui est plutôt positif étant donné que ça sous-entend qu'on est potentiellement dans la mise en place d'un rebond. C'est-à-dire que là on a bien fait une grosse chute, première réaction haussière, on va retester ici l'imbalance et l'order block qui se trouve là, pour ensuite faire une accélération haussière. On a quelque chose qui est plutôt bien parti de ce côté-là, même si la réaction, on va pas se cacher, est relativement faible. Généralement, quand on va chercher un order block comme ça, on a tendance à avoir une réaction qui est suffisamment forte, et cette réaction-là doit aller impérativement casser, hop, on va chercher cette flèche-là, pour que ce soit plus simple, on doit les casser ici, d'accord? Si on ne casse pas cette bougie-là, ça sous-entend qu'on n'a pas une inversion court terme, on est en 4 heures, du momentum, et donc de la structure. D'accord? Si on ne consolide pas là-dessus, hop, comme ça, pour pouvoir repartir, ça ne fonctionnera pas. Donc ça veut dire qu'impérativement, la prise de liquidité doit être suivie d'un break-off structure pour se dire qu'on est en train d'inverser une structure pour repartir à la hausse et aller chercher des targets plus hautes au-dessus des 66 000. Si c'est pas le cas et qu'on va pas chercher ça, ça sous-entend principalement qu'on va faire ici tout simplement un gros dump aujourd'hui. Et ce qui est souvent le cas le vendredi. N'oubliez pas que la clôture weekly, généralement on a une clôture weekly qui est compliquée depuis déjà un certain temps, même si les dernières clôtures étaient plutôt positives, ça n'empêche que la majorité était plutôt négative, donc on va faire quand même très attention. Par contre, sur le S&P 500, on voit que on a quelque chose qui pousse vraiment, sur le Nasdaq aussi, si c'est confirmé aujourd'hui, il y a de grandes chances que BTC fasse ce break-off structure, et là on aura un signal qui sera plutôt bullish sur la semaine prochaine et sur la dernière partie d'août, justement, pour pouvoir repartir vraiment à la hausse, avec potentiellement même un week-end qui soit très intéressant. Et oui, parce que on sait très bien que la semaine c'est majoritairement les institutionnels, le week-end c'est les retail. Si on a des mouvements comme on a actuellement le week-end qui sont plutôt positifs, ça veut dire qu'on aura quelque chose qui permettra de pousser. Bon, ça, encore une fois, ça reste le scénario le plus bullish et le plus intéressant que l'on pourra avoir, qui doit impérativement
commencer par ce break of structure, on a une bonne réaction, mais ce n'est pas suffisant, on doit avoir ce break of structure. Par contre, est-ce qu'on a tous les momentum qui sont mis en place pour pouvoir le faire? Ça, c'est la grande question, et je dois vous dire que c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas, parce qu'on a les positions de top traders qui sont majoritairement en baisse, donc c'est vraiment pas possible, c'est-à-dire que ce n'est pas racheté, c'est-à-dire que tout ce momentum-là n'est absolument pas racheté par les top traders. On voit ici un petit peu d'open interest au niveau de Binance, mais ce n'est pas suffisant, et surtout quand on regarde le funding rate au niveau de Binance, on se dit que cet open interest, il se trouve principalement sur du short, ce qui est en train de se passer. Donc ça veut dire que potentiellement, les positions sont en train de créer en short pour créer de la pression baissière relativement forte. Donc ça veut dire que potentiellement, on peut aller chercher plus bas. Et c'est là où il va falloir faire très attention. Si on n'a pas ce break of structure, ça veut dire principalement qu'on va aller chercher justement beaucoup plus bas et aller chercher dans la zone qui va être plus dans les 54 000, voire même retester, pourquoi pas les 50 000, et avoir une continuité baissière sur cette fin août, mais encore une fois, on en est très loin. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est quand on regarde les EMA, majoritairement 50, 100 et 200, qui sont représentés par ces trois courbes-là, on a des éléments qui sont intéressants, dans lesquels en daily, on voit qu'on a une contraction de ces EMA. Ça veut dire principalement qu'on est en train de comprimer le cours et en train de stabiliser le cours. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, même plusieurs fois. Quand on regarde ce qui s'est passé, hop, on dézoome un petit peu là, au niveau de la consolidation que l'on a eue suite à l'accélération, à la chute de SVB, etc. Donc cette consolidation qui a eu lieu au-dessus de 25 000 jusqu'à 30 000, on voit bien qu'on a eu un travail très important au niveau des IMA, et à chaque fois qu'on avait une contraction de l'écart entre la 50 et la 200, on voit bien qu'on a eu une accélération haussière. Et ça a été pareil ici, ça a été vraiment ce momentum-là qui a été très compliqué à gérer parce qu'on a eu vraiment une contraction qui était très très forte au bord de la rupture avant d'avoir l'hyper-accélération. Et il est fort probable de se retrouver encore une fois dans cette phase de contraction, et peut-être même on ira comprimer beaucoup plus si jamais on a encore une tendance baissière qui se met en place et avoir une réaction haussière très très forte. Dans tous les cas, on n'oublie pas que la période à surveiller va être principalement septembre, octobre, novembre, donc fin 2024, pour vraiment avoir ce début de phase d'expansion, pour respecter justement ces cycles de 4 ans, et c'est ce que l'on prépare déjà depuis plus de 2 ans. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui me suivent depuis cette époque-là, tous ceux qui ont été là avec moi en bear market. On est à plus de 60 000 abonnés. J'en ai pas parlé avant, mais merci infiniment. Ça me fait vraiment très très plaisir et surtout ça montre que on est tous ensemble dans ce qui se passe actuellement. On a survécu à beaucoup de choses. Et oui, Terra Luna, FTX, les différentes crises que l'on a pu avoir, l'Ukraine et les hyper-accélérations, les phases d'expansion, les phases de retracement. Tout ça, c'est beaucoup d'émotions qui ont été jouées, et nous sommes maintenant 60 000. Donc, merci à tous et toutes, et de toute façon, dans tous les cas, on reste ensemble pour cette phase d'expansion, cette phase de prise de profit très importante. Parce que oui, c'est bien d'être positionné, c'est bien d'être prêt, mais encore faut-il être capable de pouvoir prendre des profits, ne l'oubliez jamais. Écrivez-le en gros au-dessus de votre écran, très très important. Pensez à prendre des profits lorsqu'on sera dans ces phases d'expansion. Ne vous laissez pas submerger par l'émotion, c'est toujours excessivement important. J'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Ça soutient la chaîne, c'est gratuit et je vous en remercie infiniment.